Lisbonne. 15 avril 1944. Dans un bureau au Store-Tiré, le commandant Kenji Tanaka tourne une page du dossier. L'odeur du papier et de l'encre se mêle à celle du café noir refroidi. Ses gestes sont lents, précis. Chaque mouvement est le produit d'une routine établie au cours de longues années passées dans l'ombre, à décrypter les intentions d'un ennemi lointain. Dehors, la ville vit au rythme de sa neutralité, un microcosme d'espions et de diplomates où l'information est la seule monnaie ayant cours. Tanaka est un officier du renseignement naval japonais. Sa mission à Lisbonne, plaque tournante du renseignement en Europe, est simple: recueillir, trier et analyser tout fragment de données sur les mouvements et les intentions militaires alliés, puis les transmettre à Tokyo. Il lit les rapports des agents en poste à Stockholm, Madrid, Ankara. Il écoute les conversations des diplomates neutres. Il étudie les dépêches interceptées. Son bureau est une chambre d'écho des préparatifs qui agitent un continent à la veille de l'invasion. Ce jeudi d'avril ne diffère en rien des précédents. Pourtant, une certitude l'habite, une conviction forgée par l'expérience et confirmée par chaque rapport qu'il lit. Une conviction qui est, pour lui, une loi intangible de la guerre. Les Alliés, selon son analyse méticuleuse, sont culturellement et stratégiquement incapables de duperie à grande échelle. Leur façon de faire la guerre est directe, prévisible, brute. Ils manquent de la subtilité nécessaire pour concevoir et maintenir une feinte stratégique complexe. Leur force réside dans la logistique industrielle, l'écrasante puissance de feu, pas dans les jeux d'ombre et de miroir qui requièrent une patience et une ruse qu'ils ne possèdent pas. Pour Tanaka, cette idée n'est pas une opinion, c'est un axiome. C'est le filtre à travers lequel toute information est passée, le fondement solide sur lequel repose toute son analyse. Il repose dans son fauteuil, le dossier maintenant fermé sur son bureau. La pièce est silencieuse, baignée d'une lumière tamisée. La confiance règne, tranquille et absolue. Le monde, du moins tel qu'il le comprend depuis cette pièce, est parfaitement logique. Cette conviction de Tanaka n'était pas le fruit d'une intuition personnelle, mais le socle d'une doctrine analytique partagée par l'état-major impérial à Tokyo. Les services de renseignement japonais avaient longuement étudié la psychologie militaire de leurs adversaires occidentaux. Leurs conclusions, consignées dans des mémoires et des directives officielles, étaient sans appel. La culture stratégique anglo-saxonne privilégiait la force brute et la logistique sur la finesse manœuvrière. La ruse était considérée comme un art mineur, presque déshonorant, l'apanage de nations moins civilisées. Cette perception était nourrie par l'observation minutieuse des campagnes passées. En Afrique du Nord, les offensives britanniques s'étaient souvent enlisées dans des batailles frontales coûteuses contre l'Afrika Korps, malgré des occasions évidentes de manœuvres d'encerclement. Les débarquements en Sicile et en Italie, bien que réussis, avaient suivi une logique prévisible d'assaut direct, sans grande surprise stratégique. Chaque opération alliée semblait confirmer un principe. Pourquoi parier sur une complexité trompeuse quand on pouvait simplement rassembler plus de navires, plus de chars, plus d'avions que l'ennemi? Pour Tanaka et ses pairs, cette prédictibilité était une donnée fondamentale. Leur travail consistait à calculer le lieu et le moment où cette masse industrielle serait appliquée, pas à déjouer des leurs sophistiqués. Ils évaluaient la production des chantiers navals, la capacité des ports, le tonnage des convois. La guerre était une équation dont les variables étaient matérielles. Un rapport de l'attaché naval à Berlin décrivait même les officiers d'état-major alliés comme d'excellents comptables, mais de piètres joueurs d'échecs. Cette phrase résumait parfaitement la pensée de Tanaka. Son supérieur direct à Tokyo, le capitaine Isoroku Yamaguchi, un vétéran de l'attaque de Pearl Harbor qui prônait pourtant l'effet de surprise, avait émis une note de service en janvier 1944 stipulant que toute information faisant état de préparatifs d'invasion hors des zones logiquement désignées par la concentration des forces devait être considérée avec un scepticisme extrême. La feinte stratégique, celle qui pouvait tromper tout un état-major pendant des mois, nécessitait une coordination, une discipline et une imagination qui, selon l'analyse japonaise, dépassaient les capacités organisationnelles des Alliés. Leur machine de guerre était trop vaste, trop bureaucratique, pour être aussi agile. C'était du moins ce que Tanaka croyait, ce que tout son service croyait. C'était un axiome si solidement ancré qu'il en devenait invisible. La carte de l'Europe était étalée sur son mur, et il savait, avec une certitude tranquille, que la flèche indiquant le point d'impact principal pointerait inévitablement vers l'endroit où la logistique était la plus forte, le Pas-de-Calais. C'était rationnel. C'était évident. Pourtant, quelques jours plus tard, un détail infime vint se glisser dans le mécanisme bien huilé de sa certitude. Ce ne fut pas une annonce fracassante,
mais une simple ligne dans un rapport de routine en provenance d'Écosse, transmis par un agent de second ordre dont le nom de code était Sazanami. Le message, crypté de manière assez basique, décrivait des mouvements de troupes américaines dans le sud-est de l'Angleterre, une région que Tanaka savait être sous la juridiction de la First United States Army Group, le FUSAG. Rien d'anormal à cela. Mais l'agent mentionnait l'observation spécifique d'un signe de la 4th Armored Division, une unité blindée d'élite. Tanaka leva les yeux de la feuille, l'esprit fugacement ralenti. La 4th Armored était une pointe de lance. Son emploi dans une opération de diversion ou de simple garnison était improbable, presque absurde. Pourquoi stationner une telle unité dans le Kent, si loin des plages normandes que tout le monde s'accordait à désigner comme le site d'invasion le plus plausible? La logique exigeait qu'elle soit plus au sud, prête à foncer vers Calais ou vers la Normandie. Il griffonna une note en marge du rapport, réorganisation logistique probable. Vérifier avec prochain envoi. Il classa le document. Le geste était mécanique, professionnel. Mais pour la première fois depuis longtemps, un minuscule grain de sable s'était immiscé dans les rouages de sa pensée. Il était si petit qu'on pouvait à peine l'entendre. Mais il était là. Pourtant, quelques jours plus tard, un détail infime vint se glisser dans le mécanisme bien huilé de sa certitude. Ce ne fut pas une annonce fracassante, mais une simple ligne dans un rapport de routine en provenance d'Écosse, transmis par un agent de second ordre dont le nom de code était Sazanami. Le message, crypté de manière assez basique, décrivait des mouvements de troupes américaines dans le sud-est de l'Angleterre, une région que Tanaka savait être sous la juridiction de la First United States Army Group, le FUSAG. Rien d'anormal à cela. Mais l'agent mentionnait l'observation spécifique d'un signe de la 4th Armored Division, une unité blindée d'élite. Tanaka leva les yeux de la feuille, l'esprit fugacement ralenti. La 4th Armored était une pointe de lance. Son emploi dans une opération de diversion ou de simple garnison était improbable, presque absurde. Pourquoi stationner une telle unité dans le Kent, si loin des plages normandes que tout le monde s'accordait à désigner comme le site d'invasion le plus plausible? La logique exigeait qu'elle soit plus au sud, prête à foncer vers Calais ou vers la Normandie. Il griffonna une note en marge du rapport, réorganisation logistique probable. Vérifier avec prochain envoi. Il classa le document. Le geste était mécanique, professionnel. Mais pour la première fois depuis longtemps, un minuscule grain de sable s'était immiscé dans les rouages de sa pensée. Il était si petit qu'on pouvait à peine l'entendre. Mais il était là. Ce grain de sable fut bientôt rejoint par d'autres. Les semaines suivantes apportèrent une série d'observations concrètes, des pièces qui, prises isolément, pouvaient sembler anodines, mais qui, ensemble, commençaient à former une mosaïque déroutante. Un rapport des services de renseignement français, transmis via un contact à Vichy, décrivait des concentrations massives de chars Sherman, soigneusement camouflés sous des filets, visibles depuis les falaises du Pas-de-Calais. Le nombre mentionné était stupéfiant, dépassant même les estimations pour le sud de l'Angleterre. Une autre dépêche, émanant d'un espion portugais ayant des liens avec les milieux portuaires, faisait état de la construction frénétique de barges de débarquement supplémentaires dans les chantiers navals de la Tamise, dont une quantité importante semblait destinée aux ports de Douvres et de Folkestone, face au Pas-de-Calais. Des photos aériennes, rares et floues, obtenues à grand prix par la Luftwaffe et partagées par courtoisie avec leur allié japonais, montraient quelque chose de plus troublant encore, l'édification dans le Kent d'immenses infrastructures, de réseaux de pipelines qui s'enfonçaient dans la Manche, de camps militaires aux dimensions presque titanesques. Ces installations, conçues pour soutenir une armée de plusieurs centaines de milliers d'hommes, n'étaient pas visibles en Normandie avec une telle ampleur. Tanaka les examinait sous sa loupe, notant la précision des détails, l'échelle phénoménale des travaux. Chaque détail, seul, pouvait s'expliquer. Un redéploiement temporaire, une base arrière, une mesure de réserve. Mais leur accumulation géographique, leur concentration exclusive dans ce secteur précis, commençait à contredire violemment l'idée que le Pas-de-Calais n'était qu'un leurre secondaire. L'évidence matérielle s'accumulait, silencieuse et lourde. L'accumulation ne fut plus seulement matérielle, elle devint intellectuelle, abstraite, et donc bien plus persuasive. Le trafic radio que Tanaka et ses homologues allemands interceptaient concernant le FUSAG était d'une densité anormale. Les transmissions, souvent peu cryptées, parlaient de mouvements de divisions entières, de problèmes de ravitaillement pour des unités fantômes, de permissions pour des soldats qui n'existaient pas. C'était un vacuum étourdissant, une négligence qui contrastait radicalement avec le silence radio strict observé ailleurs. Puis, il y eut l'agent. Son nom de code était Garbeau.
C'était la source la plus fiable des services allemands, un espion dont les rapports avaient toujours été d'une précision chirurgicale. Les analyses de Tanaka croisaient souvent les siennes. Et Garbeau, sans la moindre hésitation, confirmait tout. Ces messages, déchiffrés avec soin, décrivaient des rencontres avec des officiers subalternes ivres qui se vantaient de faire partie de la « grande poussée vers Calais », des observations de convois spécifiques, et même des comptes rendus de conversations qu'ils prétendaient avoir surprises entre le général Patton lui-même et son état-major, planifiant l'assaut à travers le détroit. La crédibilité de la source était telle que même les plus sceptiques à Berlin semblaient désormais convaincus. Tanaka voyait les synthèses allemandes, confiantes, qui s'alignaient parfaitement sur les fausses preuves. Il ne collectionnait plus des objets ou des photos, mais des certitudes humaines. Ses propres doutes, nés de détails concrets, se heurtaient désormais à la conviction inébranlable d'un service de renseignement qu'il respectait. Le paradoxe devenait insoutenable. La réalité qu'on lui présentait était cohérente, logique, crédible. Mais elle ne collait plus du tout avec les principes fondamentaux qui régissaient sa vision de la guerre. Le monde commençait à basculer, non pas dans un fracas, mais dans le silence assourdissant d'une contradiction qui grandissait. Ce grain de sable fut bientôt rejoint par d'autres. Les semaines suivantes apportèrent une série d'observations concrètes, des pièces qui, prises isolément, pouvaient sembler anodines, mais qui, ensemble, commençaient à former une mosaïque déroutante. Un rapport des services de renseignement français, transmis via un contact à Vichy, décrivait des concentrations massives de chars Sherman, soigneusement camouflés sous des filets, visibles depuis les falaises du Pas-de-Calais. L'informateur, un ingénieur des ponts et chaussées, avait noté les numéros de série sur les culasses de certains moteurs visibles lors d'un transport. Ils correspondaient à des modèles récents, tout juste sortis des usines de Détroit. Le nombre mentionné était stupéfiant, dépassant même les estimations pour le sud de l'Angleterre. Une autre dépêche, émanant d'un espion portugais ayant des liens avec les milieux portuaires, faisait état de la construction frénétique de barges de débarquement supplémentaires dans les chantiers navals de la Tamise. Le rapport spécifiait non seulement le tonnage, mais aussi les numéros de coque et les dates de lancement. Une quantité importante semblait destinée aux ports de Douvres et de Folkestone, face au Pas-de-Calais, une logistique d'invasion en plein jour. Puis vinrent les photographies. Elles étaient rares, floues, obtenues à grand prix par un avion de reconnaissance de la Luftwaffe qui avait bravé la chasse anglaise. Partagées par courtoisie avec leur allié japonais, elles montraient quelque chose de plus troublant encore, l'édification dans le Kent d'immenses infrastructures. Sous la loupe de Tanaka, les clichés révélaient des réseaux de pipelines qui s'enfonçaient dans la Manche, dessinant sur le paysage une toile d'araignée pétrolière complexe. D'autres images montraient des camps militaires aux dimensions presque titanesques, avec des centaines de baraquements alignés avec une précision géométrique, des parcs de véhicules s'étendant à perte de vue, et même ce qui ressemblait à un hôpital de campagne de première ligne, avec ses tentes blanches parfaitement disposées. Ces installations, conçues pour soutenir une armée de plusieurs centaines de milliers d'hommes en combat intense, n'étaient pas visibles en Normandie avec une telle ampleur ni une telle cohérence organisationnelle. Chaque détail, seul, pouvait s'expliquer. Un redéploiement temporaire, une base arrière pour rotation des troupes, une mesure de réserve précautionneuse. Tanaka tentait de rationaliser. Peut-être les Normands étaient-ils mieux camouflés? Peut-être la sécurité était-elle plus stricte au sud? Mais la logique de guerre imposait une évidence. On n'installe pas des pipelines coûteux et permanents pour une diversion. On ne construit pas des hôpitaux de pointe pour des unités qui ne se battront pas. L'accumulation géographique de ces preuves tangibles, leur concentration exclusive et ostensible dans ce secteur du Kent, commençait à contredire violemment l'idée que le Pas-de-Calais n'était qu'un leurre secondaire. L'évidence matérielle s'accumulait sur son bureau, silencieuse et lourde, chaque rapport, chaque photo venant alourdir un peu plus le plateau de la balance, défaisant lentement le nœud de sa certitude initiale. Le monde physique, pourtant si concret, semblait désormais jouer contre la logique établie, préparant le terrain pour une révélation bien plus profonde et intangible. L'accumulation ne fut plus seulement matérielle, elle devint intellectuelle, abstraite, et donc bien plus persuasive. Le trafic radio que Tanaka et ses homologues allemands interceptaient quotidiennement concernant le FUSAG présentait une anomalie frappante, son volume et sa négligence calculée. Les ondes étaient saturées de messages échangés entre des unités qui, officiellement, n'auraient jamais dû communiquer avec une telle désinvolture. Des officiers d'état-major demandaient des confirmations de livraison pour des réserves de carburant démesurées. Des signaleurs transmettaient des coordonnées de déploiement avec un cryptage si faible qu'il semblait presque inviter l'écoute adverse.
C'était un vacarme organisé, une cascade de détails insignifiants et de procédures routinaires qui dessinaient pourtant les contours d'une armée réelle, gigantesque, en plein préparatif. Cette négligence radio contrastait radicalement avec le silence de fer, le blackout électromagnétique total qui enveloppait les véritables forces d'invasion stationnées plus au sud. Pour Tanaka, cette différence de discipline était un signal contradictoire. Une armée qui se prépare à frapper se cache. Une armée qui bavarde est une armée qui attend ou qui ne craint rien. La logique voudrait que le FUSAG, s'il était la pointe de lance, observe une discrétion absolue. Pourtant, il semblait faire exactement le contraire, comme s'il jouait un rôle devant un public invisible. Puis, il y eut l'agent. Son nom de code était Garbo. Aux yeux des services allemands, c'était une source en or, un atout inestimable. Un Catalan antifasciste recruté par Labouère, qui avait offert ses services aux Britanniques, avait été retourné pour devenir un agent double sous contrôle allié. Ce que les Allemands ignoraient, c'est qu'il était entièrement contrôlé par le Mi-5. Garbo avait patiemment bâti une crédibilité sans faille sur des années, livrant des informations exactes mais souvent tardives, ou des renseignements précis mais de faible impact, qui renforçaient sa légitimité sans nuire à l'effort de guerre allié. Au printemps 1944, ces messages devinrent le pilier central de l'illusion. Tanaka, qui avait croisé les analyses de Garbo par le passé et les avait toujours trouvées remarquablement précises, commença à recevoir des rapports qui le sidérèrent. Garbo ne se contentait plus de descriptions générales. Il donnait des noms d'unités spécifiques, la 2e division canadienne, le 2e groupe de Rangers, qu'il prétendait avoir vu embarquer à Douvres. Il rapportait des conversations qu'il affirmait avoir surprises dans des pubs fréquentés par des officiers subalternes du FUSAG, évoquant des dates et des secteurs d'assaut. Il décrivait même, avec un luxe de détails glaçants, une prétendue entrevue avec le général Patton en personne, dépeignant le commandant du FUSAG en train de maudire les retards météorologiques qui repoussaient l'assaut sur le Pas-de-Calais. La force de ces rapports ne résidait pas dans leur volume, mais dans leur cohérence narrative parfaite et l'autorité incontestable de leurs sources. Garbo était si fiable que ses responsables allemands lui avaient même accordé une médaille pour ses services. Tanaka lisait ses transcriptions, et il voyait, en parallèle, les synthèses confidentielles du renseignement allemand qui s'y référaient comme à des preuves incontestables. Les cartes d'état-major à Berlin étaient mises à jour en fonction des informations de Garbo. Des divisions entières étaient déplacées sur papier, des réserves étaient engagées virtuellement pour parer à la menace qu'il décrivait. Tanaka constatait, avec un sentiment croissant de dissonance, que l'un des services de renseignement les plus redoutables et méthodiques d'Europe, qu'il avait toujours estimé pour son professionnalisme impitoyable, marchait droit dans le piège. Il n'émettait aucun doute. Leurs analyses étaient d'une confiance absolue, presque triomphante. La crédibilité de la source humaine, couplée aux preuves physiques des chars et des barges, créait une réalité alternative si solide, si parfaitement documentée, qu'elle en devenait irréfutable. Tanaka ne collectionnait plus de simples observations, il collectionnait des certitudes humaines, des convictions partagées par les meilleurs analystes de son camp. Ses propres doutes, nés de petits détails concrets, se heurtaient désormais au mur de la foi absolue placée en un seul homme, Garbo, et en la machine de guerre qu'il décrivait. Le paradoxe devenait insoutenable. La réalité qu'on lui présentait était cohérente, logique, crédible. Mais elle ne collait plus du tout avec les principes fondamentaux qui régissaient sa vision de la guerre. Le monde commençait à basculer, non pas dans un fracas, mais dans le silence assourdissant d'une contradiction qui grandissait, préparant le terrain pour une révélation d'une magnitude bien plus vertigineuse. C'était un câble diplomatique, le plus haut niveau de chiffrement, réservé aux communications entre l'ambassadeur japonais à Berlin, le général Hiroshi Shima, et le ministre des Affaires étrangères à Tokyo. Tanaka le reçut par le canal ultrascret de la marine, le 26 mai 1944. Le papier était lisse, froid. Les mots, une fois déchiffrés, décrivaient un compte-rendu d'audience. Shima avait été reçu, quelques jours auparavant, au Berghof, le nid d'aigle du dirigeant allemand. La rencontre était protocolaire, mais son compte-rendu était tout sauf banal. Tanaka lut, et le monde autour de lui sembla perdre toute substance. Shima rapportait la conversation avec une précision clinique. Le Führer, disait le câble, était d'une humeur exaltée, confiant. Il avait longuement disserté sur la situation stratégique à l'Ouest. Et là, mot pour mot, il avait exposé sa conviction absolue, inébranlable. Le débarquement principal des Alliés aurait lieu dans le Pas-de-Calais. Il le savait. Ses services de renseignement, les plus fiables du monde, le lui avaient confirmé. Les préparatifs observés en Normandie, une diversion grossière,
un leurre destiné à disperser ses forces. Il qualifia même l'opération de feinte alliée de « maladroite », trop visible pour être crédible. Il parlait de la First US Army Group, du général Patton, comme de la menace tangible, la pointe de lance qui percerait là où la Manche était la plus étroite. Il décrivait la disposition de ses propres divisions, la tenace 15e armée maintenue en position statique dans le nord de la France, prête à écraser l'assaut qu'il savait venir à cet endroit précis. Pour Tanaka, ce ne fut pas un choc bruyant, mais un effondrement silencieux, total. Ce n'était plus un rapport d'agent, une photo floue ou un message radio ambigu. C'était la parole même du commandant en chef de la puissance européenne dominante, adressée à l'un de ses plus proches alliés. Et cette parole était, Tanaka le savait avec une certitude désormais glaciale, entièrement et parfaitement fausse. La machine de renseignement allemande, celle qu'il observait avec un respect mêlé de crainte, celle dont le professionnalisme et la rigueur lui semblaient insurpassables, n'avait pas simplement commis une erreur. Elle avait été manipulée, déjouée, et totalement absorbée par une illusion. Elle avait nourri son propre commandant suprême de fiction qu'il gobait avec une foi absolue. L'axiome central de Tanaka eut l'incapacité culturelle et organisationnelle des Alliés à concevoir une tromperie stratégique ne se fissurait pas. Il se pulvérisa. Il ne restait plus rien de cette certitude. La réalité était l'inverse exact de ce qu'il avait cru pendant des années. Les Alliés n'étaient pas de piètres joueurs d'échecs, ils venaient de réaliser un mat en plusieurs coups et leur adversaire, croyant mener la danse, n'avait même pas vu l'échec et mat venir. La grille d'analyse de Tanaka était brisée. Il ne regardait plus une carte stratégique, mais les coulisses d'une pièce de théâtre où tous les acteurs, y compris les plus puissants, récitaient sans le savoir un script écrit par l'ennemi. La transformation en lui fut immédiate et profonde, non pas comme une explosion, mais comme une glaciation. Il ne ressentit aucune colère, aucune panique. Ses émotions étaient le propre d'un esprit qui résiste. Le sien, désormais, avait intégré la nouvelle réalité. Il posa le câble sur son bureau, à côté des photos de camps fictifs et des rapports de Garbeau. L'ensemble formait désormais un tableau cohérent, mais d'une nature radicalement différente. Ce n'était plus une collection de preuves d'une invasion, mais une collection de preuves d'une supercherie. Il ne voyait plus des chars, mais des leurs. Il ne lisait plus des messages, mais des dialogues. Il n'entendait plus du trafic radio, mais une mise en scène sonore. Son esprit, aiguisé par des années d'analyse méticuleuse, cessa de chercher où était la véritable force pour commencer à analyser l'architecture de la fiction. Comment avait-il fait? Comment avait-il maintenu une telle cohérence sur des mois? Comment avait-il retourné leurs propres faiblesses perçues ou leur prétendue maladresse, leur prétendue bureaucratie, en armes absolues? La conviction initiale était morte, brûlée sur l'autel de cette révélation. À sa place naquit une compréhension nouvelle, terriblement lucide, de l'art de la guerre. La force n'était plus dans les obus et les blindages, mais dans la capacité à modeler la perception de l'adversaire, à faire de ses certitudes les outils de sa propre défaite. Tanaka était devenu, en l'espace de quelques minutes, le spectateur effaré d'un chef-d'œuvre de tromperie, et sa propre croyance n'avait été qu'une autre brique posée dans son mur illusionniste. La transformation en lui fut immédiate et profonde, non pas comme une explosion, mais comme une glaciation. Il ne ressentit aucune colère, aucune panique. Ses émotions étaient le propre d'un esprit qui résiste. Le sien, désormais, avait intégré la nouvelle réalité. Il posa le câble sur son bureau, à côté des photos de camps fictifs et des rapports de Garbeau. L'ensemble formait désormais un tableau cohérent, mais d'une nature radicalement différente. Ce n'était plus une collection de preuves d'une invasion, mais une collection de preuves d'une supercherie. Il ne voyait plus des chars, mais des leurs. Il ne lisait plus des messages, mais des dialogues. Il n'entendait plus du trafic radio, mais une mise en scène sonore. Son esprit, aiguisé par des années d'analyse méticuleuse, cessa de chercher où était la véritable force pour commencer à analyser l'architecture de la fiction. Comment avait-il fait? Comment avait-il maintenu une telle cohérence sur des mois? Comment avait-il retourné leurs propres faiblesses perçues ou leur prétendue maladresse, leur prétendue bureaucratie, en armes absolues? La conviction initiale était morte, brûlée sur l'autel de cette révélation. À sa place naquit une compréhension nouvelle, terriblement lucide, de l'art de la guerre. La force n'était plus dans les obus et les blindages, mais dans la capacité à modeler la perception de l'adversaire, à faire de ses certitudes les outils de sa propre défaite. Tanaka était devenu, en l'espace de quelques minutes, le spectateur effaré d'un chef-d'œuvre de tromperie, et sa propre croyance n'avait été qu'une autre brique posée dans son mur illusionniste.
Cette réévaluation silencieuse n'eut pas le temps de se muer en avertissement. Le temps de la réflexion était déjà dépassé, celui des conséquences avait commencé. Le 6 juin 1944, les rapports affluèrent, d'abord confus, puis d'une clarté aveuglante. Le débarquement avait eu lieu. En Normandie. La magnitude de l'opération Fortitude se révéla alors dans toute son efficace froideur. La 15e armée allemande, l'une des formations les plus redoutables du front de l'Ouest, forte de près de 150 000 hommes, de centaines de chars Panthers et de batteries d'artillerie lourde, resta figée. Elle attendait, les yeux rivés sur les détroits, l'assaut fantôme du First US Army Group commandé par le célèbre général Patton. Cet assaut n'arriverait jamais. Pendant ce temps, sur les plages de Normandie baptisées Omaha et Utah, les véritables forces alliées, inférieures en nombre et en équipement sur ce point précis, luttaient pour leur survie contre une résistance farouche mais isolée. Le déséquilibre était criant. Les réserves blindées allemandes, stationnées à moins d'une journée de marche des plages, mirent des semaines cruelles à être redéployées, leurs mouvements entravés par des ordres contradictoires et la conviction persistante, au plus haut niveau, que l'attaque principale était encore à venir. Chaque heure perdue, chaque division immobilisée, était une victoire directe de l'illusion. La tête de pont alliée put se consolider, les ports artificiels Mulberry furent installés, et le flot incessant des renforts et du matériel put commencer. L'issue de la bataille de France, et peut-être de la guerre en Europe, fut en grande partie scellée non par le premier jour de combat, mais par les mois de tromperie qui l'avaient précédé. Les rapports de Tanaka, ceux-là même qui avaient autrefois nourri sa certitude, avaient été compilés, analysés à Tokyo et transmis à l'ambassade de Berlin. Ils avaient contribué, à leur modeste échelle, à renforcer la conviction allemande. L'ironie était totale, son travail méticuleux avait aidé à aveugler son propre allié. Le 6 juin 1944, alors que les barges alliées abordaient les plages de Normandie, la plus grande armée d'Europe regardait fixement la mer, du mauvais côté de la Manche, aveuglée non par l'obscurité, mais par une lumière qu'elle avait elle-même allumée. La transformation fut totale et silencieuse. Tanaka ne transmit aucun avertissement urgent. Quel eût été l'intérêt? Le rapport Shima était déjà entre les mains de Tokyo. Leurs propres analyses, teintées de la même certitude initiale, renforceraient la conviction allemande. L'engrenage était déjà en mouvement, et sa révélation personnelle n'y changerait rien. Il était désormais le témoin d'une vérité qu'il était impuissant à partager, condamné à observer la chute d'un empire qui s'était construit sur une illusion dont il avait, lui aussi, été l'artisan inconscient. L'opération Fortitude ne fut pas une bataille, mais un état d'esprit imposé à l'ennemi. Sa victoire ne se mesura pas en pertes infligées, mais en temps perdu, en divisions immobilisées, en opportunités gaspillées. La plus grande armade d'Europe, persuadée de son propre discernement, devint le spectateur immobile de sa propre défaite. Elle avait scruté l'horizon avec une intensité absolue, mais elle regardait dans la direction que l'adversaire lui avait indiquée.